Oui, 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 je soutiens. Je soutiens, je pense qu'effectivement, nous avons les moyens d'une retraite à 60 ans. C'est simplement une décision européenne. On nous fait passer ça comme quelque chose d'important, d'urgent. Ça n'a C'est-à-dire une aucune. décision européenne? Eh ben parce qu'effectivement, vous entendez, ça fait partie des éléments de langage. Ça se passe comme ceci en Belgique, ça se passe comme cela en Allemagne, c'est ainsi en Italie, c'est comme ça. Même Éric Zemmour nous a fait savoir que, puisque partout en Europe c'était comme ça, qu'on ne pouvait tout de même pas échapper à l'Europe. Si on peut échapper à l'Europe, je pense qu'on peut effectivement rester souverain en disant il n'y a pas d'urgence. C'est vrai qu'on veut une espèce d'unification. L'Europe veut de l'unification sur tout, en tout, y compris sur ce terrain-là. Je pense que Emmanuel Macron n'a pas compris qu'il n'était pas légitime. 50% des gens. C'est-à-dire pas légitime, Je vais vous expliquer. il a été élu. Oui, justement. Je vais vous Il a dire une majorité relative, le Parlement se saisit du texte. Elle est très relative. Il y a simplement un moment donné où quand vous vous dites je n'ai été élu que par 50% des gens qui ont voté, et dans ceux qui ont voté que par des gens qui, minoritaires, ont parfois voté non pas pour mon programme mais contre Marine Le Pen, par exemple. C'est à peu près toujours le cas dans une élection, on vote contre la personne. C'est possible, simplement quand Mais vous dites qu'il n'a pas de légitimité politique. Attendez, je finis juste pour vous dire que quand on va après ça à l'Assemblée nationale et qu'on perd sa majorité, qu'on ne l'a pas, il y a un moment donné où le général de Gaulle entend ce que le peuple lui dit. Donc il y a un moment donné où on n'est pas au pouvoir pour dire c'est ainsi, j'ai une feuille de route, elle est à Bruxelles, la feuille de route de Bruxelles étant d'ailleurs à Washington, et j'ai décidé que ce serait ainsi, c'est-à-dire que... C'est-à-dire Bruxelles-Washington, vous êtes en train d'expliquer que cette réforme des retraites, une sorte de manipulation et que c'est imposé à Emmanuel Macron qui suit les ordres de... C'est le mot complotiste que vous cherchez. Non, mais je pose la question parce que je suis assez étonné. Oui, bah oui, personne n'impose cette réforme des retraites, on peut la contester, mais... Je vous dis simplement que la légitimité n'existe pas parce que Macron pense que le peuple est à son service. On consulte le peuple, on demande au peuple ce qu'il souhaite, et quand le peuple dit non, ça ne nous intéresse pas, et bien voilà, on passe à autre chose. Simplement on dit non, vous avez une feuille de route, c'est ainsi, et vous n'ignorez pas que la France joue un jeu particulier avec l'Europe, que la souveraineté nationale est perdue depuis 1992, et que l'Europe joue un rôle particulier avec les États-Unis, qu'il s'agit de travailler à une dilution des nations, des peuples, pour faire de telle sorte... En l'espèce, sur la réforme des retraites, on voit pas bien exactement le rapport avec Washington. C'est très exactement ça, vous allez bosser toujours plus, et puis vous allez être payé toujours moins, et puis les GAFAM vont faire la loi, et puis il n'est pas question que les syndicats puissent décider. Oui, moi je suis d'accord avec ce que demandent les syndicats aujourd'hui. Mais vous croyez à une France bloquée, c'est-à-dire les prémices d'une paralysie, comme ce qu'on avait pu voir en décembre 95, vous vous dites en l'état, le pays est prêt à se mettre totalement à l'arrêt pour essayer de faire échouer cette réforme des retraites? Oui, parce qu'il y a un moment donné où c'est même au-delà de la réforme des retraites, c'est-à-dire que ça devient une espèce d'appel au peuple. Il y a une façon de dire, alors vous soutenez Macron, vous soutenez pas Macron, vous soutenez sa politique ou pas. Et c'est un peu comme avec le référendum, il y a un moment donné où ça n'est même plus la question qui se trouve posée, c'est simplement on n'en peut plus de cet homme et de cette politique. Donc je pense qu'il y a un tas de gens qui ont des raisons d'être mécontents, ne serait-ce que, par exemple, les boulangers, quand ils voient leur facture d'électricité et que qu'il y a une sorte de coagulation, convergence des luttes entre ceux qui voient l'inflation progresser, la question des retraites. Vous voyez que tout ça va se mélanger et va aboutir à une sorte de blocage général? Oui, je pense. Enfin, de toute façon, je l'espère. Je pense qu'il y a un moment donné où, quand le rapport de force peut être inversé, il faut l'inverser. Si effectivement les élections... Il peut être inversé? Vous pensez qu'Emmanuel Macron peut reculer? Il y a un moment donné où effectivement il va falloir négocier. Si le rapport de force est important, il y a un moment donné où on ne peut pas continuer à croire que finalement la rue est rien, c'est la même chose. Ce que dit le peuple est rien, c'est la même chose. Le fait qu'on n'ait pas de majorité à l'Assemblée nationale est rien, c'est la même chose. Le fait qu'on ait été élu par défaut ou élu simplement parce qu'on est soutenu sur un programme, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Le secrétaire général de la CGT des électriciens et gaziers, Sébastien Ménesplier, a promis, je cite, une semaine noire dans l'énergie avec des coupures ciblées, des blocages. Est-ce que ce sont des méthodes légitimes ou est-ce que c'est une forme de violence? Écoutez, il y a eu un moment donné, quand le gouvernement nous a fait savoir qu'il n'y aurait pas d'électricité pour tout le monde, il y avait des coupures ciblées. Non, pardon, ça n'a rien à voir. Vous rigolez ou quoi? On nous a dit C'était un moment où on se posait la question de l'approvisionnement en énergie et où était évoqué, et d'ailleurs ça n'aura pas lieu, la possibilité de faire des délestages pour qu'il n'y ait pas de coupure plus générale. C'est pas la même chose que... C'est très exactement ce que je vous dis. C'est pas la même chose que de décider d'aller couper l'électricité, par exemple, des permanences parlementaires de députés de la majorité. Oui, mais je finis la réponse à votre question. Je vous dis simplement qu'à cette époque-là, on nous a fait savoir que Paris ne serait évidemment pas touché. On n'allait pas couper l'électricité à Paris. C'était pas ça, c'est parce que Paris, il y avait des générateurs et que c'était plus difficile, mais sinon c'était toute la France qui pouvait être touchée. C'était toute la France, sauf Paris, et après ça, c'était certains endroits dans les campagnes et pas d'autres. Alors là, dans ces cas-là, on trouve que c'est légitime de faire des coupures ciblées. C'était parce qu'il risquait d'y avoir des coupures d'électricité. Oui, mais j'entends bien. Simplement que... Alors que là, c'est ciblé pour, au fond, dire, si vous êtes d'accord avec la réforme des retraites, on vous coupe l'électricité. Est-ce que c'est légitime comme méthode? Là, on vous disait, si vous n'êtes pas parisien, on va vous couper l'électricité. Voilà. Et on vous disait, si vous n'êtes pas dans la Corse non plus,
plus. Elle est Parce qu'elle était raccordée à l'Italie. Oui, non, mais à chaque fois, on a des bonnes raisons. Je veux dire, à chaque fois, on a des bonnes raisons. On a à chaque fois des bonnes raisons pour expliquer que quand c'est le gouvernement qui décide de cibler ses coupures, c'est bon. Quand ce sont les syndicats, c'est pas bon. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Si vous n'avez pas d'électricité et que vous êtes député ou sénateur, c'est quand même pas un problème non plus, puisqu'on estimait que les Français allaient pouvoir se priver d'électricité. Eux, il n'y avait aucun problème pour priver les Français d'électricité. Mais là, il faudrait que, éventuellement, un député ou un sénateur puisse disposer de leur ordinateur ou de leur grille-pain 24 heures sur 24. C'est quand même pas un problème non plus, ça. Méthode légitime pour vous. Oui. Face à ce risque de blocage, le gouvernement dramatise. Je voudrais vous faire écouter ce que disait le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, mercredi, avec de drôles d'arguments. Écoutez. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En philosophie, c'est ce qu'on appelle une sorte de sophisme, non? C'est ça? C'était des arguments pas tout à fait... Pas forcément philosophie, ça s'appelle une bêtise. Vous allez couper, mais il y a aussi un moment donné où je pense que ça va augmenter les cancers du col de l'utérus. Il dit pas ça directement, il met la santé des enfants et il évoque la vaccination vous imaginez contre le papillomavirus. Voilà. Donc si vous c'était pas ça. C'était simplement le fait qu'il y ait des problèmes avec la recherche et qu'on allait suspendre la recherche et qu'en suspendant la recherche, on allait laisser les cancers du col de l'utérus progresser. Enfin, il y a un moment donné où ça procède peut-être de la rhétorique, c'est le mot que vous cherchez. Donc cette dramatisation, elle vous paraît mais simplement pas personne ne peut y croire. On peut pas croire ça. On trouve d'autres arguments, mais pas cela. Cette façon de dire que ce serait de toute façon la catastrophe totale, mais la catastrophe totale, elle est produite par ces gens qui font des politiques que le peuple ne veut pas. Vous avez des sondages qui font la démonstration que c'est ultra majoritaire, le désir que cette réforme n'ait pas lieu. Et on n'entend pas ça. Il y a un moment donné où la catastrophe, c'est quand même d'avoir ces gens-là au pouvoir. Qui plus est, M. Véran, qui s'est quand même pas illustré précédemment quand il était ministre de la Santé, dans des comportements forcément très extraordinaires. Une chose, son contraire, autre chose encore. La menace, on a tous vu avec la gestion du Covid. Vous n'avez pas gardé la mémoire de ces choses-là. Mais sur la gestion du Covid dans l'espèce, qu'est-ce qui vous a paru Tout. On peut repartir là-dessus, si vous voulez. Il fallait sortir, pas sortir. Il fallait être vacciné, pas être vacciné. Il fallait porter le masque, il fallait pas porter le masque. Il fallait confiner, pas confiner. Et à chaque fois, il avait des bonnes raisons de nous expliquer que c'était une chose, son contraire le lendemain, et autre chose encore 3 jours plus tard. Là, d'un seul coup, il est porte-parole. Il s'en vient nous expliquer que si la France s'arrête, il va y avoir des problèmes avec les cancers de l'utérus. Il y a un moment donné où on croit rêver. Il s'est expliqué, Olivier Véran, en expliquant qu'il y avait des risques, par exemple, dans l'agriculture, si, avec les problèmes de sécheresse. Donc, il y a quand même une tentative d'explication du côté du porte-parole du gouvernement, en l'espèce. Non, il n'y a pas d'explication, une espèce de liste, c'est une espèce d'inventaire à l'après-vert en nous disant si vous faites ceci, il va se passer cela. Et là, on avait droit à tout. Il y a un moment donné où c'est presque risible. Il n'y avait aucun problème, je vous le rappelle, quand il s'agissait pour le gouvernement de faire des coupures d'électricité ciblées. Là encore, Michel Onfray, ça n'a rien à voir. Mais si, ça a beaucoup à voir. Je vous dis que quand on nous a fait savoir... de problèmes d'approvisionnement. Oui, mais il y avait aussi des risques de problèmes d'approvisionnement, mais il y avait aussi la possibilité pour des gens qui avaient des assistances respiratoires de ne pas être fournis en électricité. Il n'y avait aucun problème ici pour imaginer qu'on pouvait sacrifier. C'était très concret. C'est-à-dire d'un côté, on nous dit attention au col de l'utérus, et puis de l'autre côté, on nous disait les vieux qui ont besoin d'assistance respiratoire, tant pis s'ils n'ont pas d'électricité. C'est pas tant pis s'ils n'ont pas d'électricité, c'est s'il y a risque de délestage, il y aura des registres. Enfin, on ne va pas refaire le débat là-dessus. En tout cas, le fait est que ces délestages n'ont pas lieu. Sur les retraites, encore, il y a une bataille d'opposants entre la NUPES et plus particulièrement Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Si on prend dans l'ordre, d'abord Jean-Luc Mélenchon, vous êtes très dur avec lui, notamment dans ce livre. Comment est-ce que vous jugez sa partition aujourd'hui? Il braque les syndicats, mais reste le plus audible à gauche? Non, je pense que c'est quelqu'un qui fait une carrière personnelle, qui n'a aucun sens de l'intérêt général et du bien public. C'est quelqu'un qui a été pendant 25 ans défenseur de Maastricht, sénateur socialiste. Il avait été trotskiste précédemment, il a été compagnon de route du PC, maintenant il ne l'est plus. Il est dans des logiques islamo-gauchistes, il est prêt à tout pour arriver au pouvoir. Je dis simplement qu'il n'a aucun souci de la France et des Français. Je ne suis pas dur avec lui, j'examine un peu ce qui... il y a un moment donné où quand les gens se comportent comme des gougnafiers, on peut le dire. Des gougnafiers. Oui. On n'est pas obligé d'imaginer que Mélenchon a raison, surtout quand il change d'avis 3 fois par Donc il n'est pas apte à porter la voix de ce mouvement social, du mouvement politique contre la crête. Il n'est pas crédible. Je veux dire, à chaque fois qu'il parle de Macron, il vocifère. Et le jour où il rencontre Macron à Marseille, il dit « Mais on est très copains, on est très amis, n'est-ce pas, monsieur le président ?» Mais oui, bien sûr, etc. Et quand vous voyez la France Insoumise chanter le chant des Gilets jaunes, on est là à l'Assemblée, vous qui défendiez les Gilets jaunes, ça doit vous faire plaisir? Non, parce que je trouve que c'est... dommage. Comment? Ils sont dommages.
sans dommage. Une sorte d'hommage. Ah oui, de toute façon, non, c'est pas un hommage. Ces gens-là ont confisqué les gilets jaunes. Moi, j'ai défendu les gilets jaunes, je les défends encore aujourd'hui. Je dis simplement que quand les gilets jaunes ont été sur les ronds-points, ça a été formidable. Quand ils ont répondu aux sirènes, justement, de Mélenchon et des siens, en disant il faut aller à Paris, il faut des pavés, il faut envoyer des pavés sur la tête des CRS, etc., avec les black blocs qui sont instrumentalisés aussi bien par Castaner que par Mélenchon et quelques autres gauchistes, je me dis non, ces gens-là n'ont pas servi le peuple, ils se sont servis du peuple. Donc je pense que là, c'est une logique médiatique. Ils savent bien qu'il y a des caméras, qu'on va reprendre ça, et que tous les jours, quand il s'agit d'attirer l'attention sur soi, tout est bon, y compris de dire que la Marseillaise est un chant fasciste, par exemple. C'est pas tout à fait ce qui est dit par Jean-Luc Mélenchon. C'est Madame Rousseau qui le dit, donc elle fait partie de la NUPES. C'est pas exactement comme ça non plus. Elle a fait savoir que quand des gens quittaient l'Assemblée nationale en chantant la Marseillaise, ça faisait le jeu de l'extrême droite. Vous faisiez référence au fait que notamment le Rassemblement national aussi se levait. Bref. Et les rassemblements nationaux, ce sont des fascistes. Non, mais justement, on enchaîne sur Marine Le Pen. Il faut dire que tant dans votre livre que dans vos commentaires, vous l'épargnez plutôt. Est-ce que vous considérez que, pour le coup, là, c'est la grande gagnante du moment politique? Non, je ne sais pas pourquoi vous dites que je l'épargne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dis quelque chose de désagréable sur Marine Le Pen, vous l'oubliez. Et à chaque fois que je dis qu'elle n'est pas fasciste... J'ai lu attentivement ce journal de bord de l'année 2022 que je l'avais écrit. Bon. Il y a beaucoup plus de piques contre Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau, Emmanuel Macron évidemment, que sur Marine Le Pen. J'ai pas compté. Je dis simplement... moi j'ai compté. Oui, mais moi, dites-moi, faites-moi le pourcentage. Je vous dis simplement que quand je fais savoir que Marine Le Pen aujourd'hui, c'est Jacques Chirac des années 70, personne ne me reprend. Quand je dis qu'elle se chiracise... Oui. Oh ça dépend. Si on aime Chirac, oui, d'accord. Mais moi, j'aimais pas Chirac. Donc, j'aime pas ce monde-là. J'aime pas Maastricht. Et nous dit on touche plus. C'est la gagnante de la séquence ou pas? Tout est fait pour ça, oui. Moi, je n'ai pas voté pour elle, je n'appelle pas à voter pour elle, je ne l'ai jamais fait. J'essaie simplement d'être dans les logiques de justice et de justesse. Je dis simplement ce qui est. Ça plaît ou ça déplaît. Et à un moment donné, je dis le fascisme, c'est pas exactement ça. Si vous faites vraiment un peu d'histoire, c'est pas exactement ça. Je dis simplement qu'il y a un moment donné où l'utilisation du mot fasciste procède de Staline. C'est Staline qui décide que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont des fascistes. On vous a entendu. Eh ben non, parce que quand je dis une chose pareille, on me dit vous faites le jeu de cette dame. Non, je posais la question de savoir si elle bénéficiait de la séquence du moment. Je fais le jeu de la vérité. J'essaie de faire le jeu de la vérité. Je dis simplement que cette dame ne m'intéresse pas. Elle défend une politique qui n'est pas la mienne. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez que je le redise, je le redirai. Mais simplement, quand je le dis, on ne l'entend pas. Une toute dernière question avant de passer à l'Ukraine. Jean-Luc Mélenchon a coutume de dire en 2027, ce sera eux, le Rassemblement national, ou nous. S'il y avait un second tour Mélenchon-Le Pen en 2027, qu'est-ce que vous feriez? Mais moi, je ne suis pas dans des logiques du si, ceci, alors. Non, mais lequel est le plus grand danger pour la France? Alors, je pose la question différemment. Et vous voulez que je dise que c'est Mélenchon et que je vous pose la question, Michel Onfray. Oui, j'entends bien et je vous fais ma réponse. Je vous dis simplement. Donc lequel est le plus grand danger? Non, le grand danger, c'est d'avoir un candidat qui défendra l'Europe de Maastricht. Madame Le Pen le défend, ce candidat, enfin cette proposition, et Mélenchon également. Donc vous les renvoyez dos à dos? Oui, absolument. Sur l'Ukraine, ça c'est beaucoup plus juste. Voilà, on essaye d'être juste. Si vous permettez. Sur l'Ukraine, je voudrais revenir sur certaines de vos expressions récentes. Vous dites le 26 janvier, si vous rentrez dans une coalition contre la Russie va s'occuper de nous. Autre phrase que l'on vous doit, le 9 février, cette guerre a été fabriquée et nous tombons dans le panneau. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut arrêter d'aider l'Ukraine, d'envoyer les armes? Vous allez un peu vite et vous allez un petit peu court. Je pense simplement que si on ne fait pas un travail journalistique, c'est-à-dire c'est bien ou c'est pas bien, mais qu'on fait un travail de philosophe, on se demande comment les choses en sont arrivées là. Pourquoi est-ce qu'il y a cette guerre aujourd'hui? Cette guerre a été fabriquée? Ça fait 10 ans qu'elle existe. Ça fait 10 ans qu'elle existe. C'est fabriqué par qui? Par vous, en partie. Par les médias? Non, je dis en partie. J'ai dit en partie. C'est les journalistes qui ont fabriqué la guerre en Ukraine? Si vous ne me permettez pas de répondre, ça ne va pas le faire. Je vous dis simplement que tout a été fait pour qu'on arrive dans ce couloir d'étranglement, ce goulot d'étranglement qui fait qu'à un moment donné, on dit « Ah ben regardez, ce type est un sale type ». Et moi, j'ai jamais dit du bien de Poutine. Très tôt, j'ai vite dit. Absolument. J'ai même dit dès le départ que c'était de l'impérialisme, que c'était ça. Très tôt, dès 2015. Et dès le départ, absolument. Quand on nous dit que machin est bidule est fasciste parce qu'il a voté Le Pen, je dis si vous voulez aller voir un fasciste, il y en a un, il s'appelle justement Poutine. Parce qu'il est dans une logique impérialiste. Oui, mais quand vous dites si voilà, au fond, la Russie va s'occuper de nous, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que, vous dites c'est pas notre guerre, il faut qu'on arrête d'aider l'Ukraine et Volodymyr Zelensky. Il y a 200 guerres à peu près tout de suite sur la planète. Pourquoi on s'occupe de celle-ci et pas des autres? Pourquoi, par exemple, on s'en va pas déloger les Chinois? Un certain nombre de valeurs. L'Ukraine, c'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est l'Europe. Mais je veux dire, c'était aussi l'Europe quand les États-Unis ont bombardé la Serbie. Et il y a des moments où on se dit, tiens, c'est quand même étonnant que les États-Unis aient vraiment envie de mettre leur nez là-dedans. Donc il faut arrêter. Vous pensez qu'il faut arrêter de livrer les armes? Ma pensée est plus compliquée que ça. Je vous dis, c'est pas binaire, c'est pas on donne pas. Je dis simplement qu'on ne peut pas donner des armes et dire qu'on n'est pas co-belligérant. On est co-belligérant. Un jour où vous donnez un tournevis à l'armée ukrainienne, vous êtes déjà co-belligérant. Donc je dis, les guerres peuvent se décider avec l'Assemblée nationale et avec le Sénat. Et donc Vladimir Poutine va s'occuper de nous, c'est ce
que vous dites? Ben Mais oui. qu'est-ce que ça veut dire? On verra. Il y a un moment donné où effectivement il a fait savoir qu'il y avait des alliés, c'est comme ça qu'on parle, parce qu'il s'agit d'être dans le grand narratif, comme on dit aujourd'hui, du 6 juin 1944. Vous avez les nazis et puis vous avez les anti-nazis. Je dis simplement que si on veut pas penser comme ça, il y a un moment donné où il va falloir quand même qu'on pense en termes de paix. Qui pense aujourd'hui en termes de paix? Si on pense aujourd'hui... Vladimir Poutine, vous l'entendez parler de paix ou de négociation? Mais c'est pas à lui de faire la loi. Si on veut vraiment faire la loi, si vraiment votre Europe, votre fameuse Europe, elle peut faire autre chose que des bénéfices, de l'argent et envoyer les gens travailler beaucoup plus longtemps. Si vraiment elle veut faire la paix comme elle dit ou comme le prétend, ça fait à peu près 20 ans qu'elle nous dit que l'Europe de Maastricht, elle travaille à la paix. Il y a quand même eu un certain nombre de guerres et quand on va pas les faire en Europe, on les fait en Libye, on les fait en Irak, on les fait à peu près partout ailleurs. On les fait au Mali, on les fait en Afrique, etc. Il y a un moment donné où on se dit, mais est-ce qu'on pourrait pas commencer, nous, par penser à la paix? C'est pas Poutine qui va penser à la paix, c'est un homme de guerre. Donc je dis simplement que si nous ne sommes pas capables, nous en France, nous en Europe, de penser en termes de paix, qui le fait aujourd'hui? Et donc il faut, par exemple, pas livrer d'avions comme le demande Volodymyr Zelensky et faire attention à cette co-belligérance, ce que vous dites. C'est compliqué quand on a 10 minutes, je vous assure, de pouvoir expliquer les choses. Je dis, cette guerre, elle a été fabriquée parce que quand Gorbatchev est mort, on n'a pratiquement rien dit. Mais c'est Gorbatchev qu'on a laissé tomber. La racine, elle est ici. Il y avait la possibilité de fabriquer une Europe. Je ne parle même pas d'une Europe du général de Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural. Ça fait des années qu'on fait le nécessaire pour que cette guerre ait lieu. Je dis simplement qu'il y a un moment donné où elle a lieu, et les médias nous disent, je ne dis pas que les médias font la guerre, je dis d'un seul coup, la guerre, non. Je dis simplement, la guerre a lieu. Je dis, mais ça fait 10 ans qu'elle a lieu, ça fait 10 ans que vous vous taisez sur ce sujet. Je dis maintenant que si on veut encore continuer pendant 10 ans, on continue comme ça. Donc on n'est pas tenu d'imaginer qu'il faut être totalement belliciste, totalement co-belligérant. On peut imaginer qu'effectivement la France pourrait avoir une voie personnelle qui serait justement de travailler à la liberté, oui à la liberté aussi, mais de travailler à la paix, ce qui n'est pas le cas. Deux derniers sujets rapidement, Michel Onfray. Il y a une polémique ces derniers jours dans le monde littéraire avec la décision de certaines maisons d'édition anglo-saxonnes de retirer des mots jugés offensants de certains livres. Ce Roald Dahl, par exemple, l'auteur de Charlie et la chocolaterie, les mots blanc, noir, gros disparaissent remplacés par d'autres mots. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que c'est normal que la littérature, au fond, s'adapte à son temps? Mais c'est pas s'adapter à son temps. C'est-à-dire que ça s'appelle les droits d'auteur. Il y a un moment donné où quand vous écrivez quelque chose, personne n'a le droit de modifier votre texte en disant il a mis ce mot-là, j'en mets un autre. Il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui porte une perruque chez Roald Dahl et on ajoute 3 ou 4 lignes en disant... Enfin, c'est les ayants droit en l'occurrence qui demandent. Bah oui. Les ayants droit, ils font ça pourquoi? Ils font ça parce que d'un seul coup... Pour que ça puisse continuer à se vendre. Voilà, on a raison, vous avez raison. Donc c'est ça le problème. Donc je pense que je dénonce le wokisme. J'ai déjà évidemment fait un texte sur ce sujet-là parce que je pense qu'on n'a pas le droit de toucher au chef-d'œuvre. Si vous commencez à toucher au... Roald Dahl, c'est pas forcément un chef-d'œuvre non plus, mais enfin, si vous commencez à toucher au chef-d'œuvre, tout va tomber. Je vous assure que tout va tomber. Moi, j'ai fait un jour un texte en disant, voilà, on prend l'histoire de la philosophie des présocratiques jusqu'à aujourd'hui, on peut leur reprocher d'être misogyne, d'être phallocrate, d'être raciste, d'être ceci, cela. Et par exemple, quand dans les livres de Ian il Fleming, reste le père de James Bond, on retire le mot, entre guillemets, nègre. Là, pour le coup, c'est assez logique, c'est un mot raciste, on l'enlève, ça change pas fondamentalement le livre. C'est pas un mot raciste. Je veux dire, pendant des années, on a parlé d'art nègre quand même. Vous avez Senghor qui a parlé de la négritude, enfin quand même, il y a un moment donné... Excusez-moi, c'est pas la même chose, le mais ça principe de négritude, Césaire. Mais pourquoi nègre, c'est un mot jugé raciste, attaché à l'histoire de l'esclavage. C'est faux, mais c'est juste faux. Donc on peut l'utiliser comme ça sans problème. Mais quand on a parlé d'art nègre, si vous imaginez que Picasso, que Matisse et quelques autres étaient des racistes, on rêve absolument. Je veux dire, cette bataille sémantique est une bataille politique. Moi, ça m'intéresse pas trop de savoir s'il faut dire tête de nègre, par exemple, ou je ne sais plus comment on appelle ce gâteau. Mais je dis simplement, est-ce que vous pensez vraiment que l'essentiel est là? Je pense que le racisme, il existe, et que quand on braque la lumière sur ce genre de problème sémantique, la réalité du racisme continue, et que c'est ça qu'on oublie. C'est exactement la même chose avec... Vous avez parlé de grosse, je ne sais plus ce qu'on a mis en bon point à la place, ou quelque chose comme ça, mais enfin, tout le monde aura compris que si on ne veut pas grosse parce qu'il y a grossophobe et qu'on souffre dans bon point, on dit très exactement la même chose. Un tout dernier mot, Michel Onfray, vous avez préfacé le livre de Jacqueline Moureau, Gilet jaune autoproclamé, ancienne porte-parole d'Éric Zemmour, maintenant en rupture avec lui. Elle est anti-vaccin, complotiste, on est assez loin du philosophe là, non? De la philosophie. Elle n'a pas écrit un livre sur les vaccins que je n'aurais pas préfacé, elle a juste écrit un livre sur sa présence dans la campagne d'Éric Zemmour. Oui. Voilà, et j'ai fait un texte sur cette question du statut du peuple chez Éric Zemmour. En préfaçant Jacqueline Moureau, on voit Jacqueline Moureau, Michel Onfray, on se dit... Elle joue de l'accordéon et je suis pas un défenseur de l'accordéon parce que j'ai écrit une préface pour Jacqueline Mouroux. Je veux dire, j'ai juste écrit un texte qui me paraît intéressant, enfin sur un texte qui me paraît intéressant. Pour dire du mal d'Éric Zemmour aussi. Non, pas du mal. Je dis simplement, mais c'est quand même sidérant. Je veux dire qu'il y a un moment donné où, puis ça vous gêne qu'on dise du mal d'Éric Zemmour. Ça me réjouit, cette information. Je pense que c'est l'information du jour. Je dis simplement qu'il y a un moment donné où je ne vais pas dire mépris du peuple, si on peut dire, ce mépris du peuple, ce refus du peuple chez Éric Zemmour, je ne l'ai pas apprécié.
Voilà, c'était le sens de ma préface. Je n'ai Merci. pas justifié par ailleurs. J'ai défendu les vaccins On vous entend. en long, en large et en travers. Merci. Donc l'idée de dire que je serais contre les vaccins parce que j'aurais fait cette préface, c'est allé un peu court. Merci.